Merci pour cette invitation. Donc avant de rentrer dans les détails du type de prothèse à utiliser pour un valve-in-valve, il est quand même assez fondamental d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les challenges d'une procédure valve-in-valve. Et vous allez voir qu'il y a certaines précautions, certaines complications qu'on peut anticiper. L'essentiel des données repose sur le Global Valve-in-Valve Registry, auquel certains d'entre nous ont participé, qui apporte pas mal d'informations sur le devenir des patients et les complications post-valve-in-valve. Tout d'abord, lorsqu'on regarde un petit peu les caractéristiques donc des patients, on s'aperçoit qu'il y a une vaste majorité des patients en fait qui sont traités pour une bioprothèse dégénérée qui est de type stenté. Et donc ça c'est quelque chose qui est peut-être pas assez répandu. On pense que les prothèses qui ont des feuillets qui sont libres dans la racine aortique sont celles qui dégénèrent le plus souvent. C'est faux. Les prothèses stentées sont celles qui ont été le plus implantées, ce sont celles qu'on traite le plus souvent à l'heure actuelle. Et un élément également important, lorsqu'on regarde la dernière ligne de cette diapositive, il y a une proportion qui est très significative. Entre 25 et 30% des patients qui sont traités pour une dégénération de bioprothèse ont une bioprothèse dégénérée qui a un diamètre interne inférieur à 21 mm. Et vous allez voir que ça a un impact sur le pronostic et ça a un impact sur donc le devenir de la procédure. Lorsqu'on regarde maintenant les détails procéduraux, on s'aperçoit d'emblée qu'une procédure valve-in-valve, c'est une procédure qui techniquement est complexe, à l'inverse de ce qu'on pense. Ce qu'on dit habituellement, c'est simple, c'est rapide, il n'y a pas de prédilatation. En fait, ça reste extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une proportion significative des patients qui vont avoir besoin d'une seconde valve, qui vont avoir une valve qui est mal positionnée, qui va emboliser. Et on voit, ça c'est généralement admis et bien répandu, que le taux d'obstruction coronaire est largement plus important que dans une anatomie native et il est de 3 à 4 fois plus fréquent en cas de valve-in-valve. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire et donc ça reste complexe, c'est pas simple de faire une procédure valve-in-valve, quelle que soit la prothèse qu'on utilise. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les types de prothèses? Et là, le registre est assez clair, même s'il n'y a pas d'appareillement, c'est vraiment les données assez brutes. Il n'y a pas de différence en termes de mortalité concernant les deux prothèses qui ont été le plus explorées, à savoir la Core-Valve et la prothèse Sapien XT. Les deux ont la même survie à 1 an dans ce registre qui est très large avec plus de 450 patients colligés dans une multitude de centres européens et nord-américains. Lorsqu'on regarde maintenant plus en détail le type d'accès qui a été utilisé pour la procédure valve-in-valve, là le message est assez clair, l'accès transfémoral est à privilégier parce que à l'instar de ce qu'on voit un petit peu dans les anatomies natives, le fait de faire une procédure valve-in-valve par voie transapicale est grévé d'une surmortalité et donc ça a un impact sur le choix de prothèse qu'on va avoir. On va plutôt privilégier une prothèse qui va être déployée par voie transfémorale préférentiellement. Ça, c'est peut-être la diapositive la plus importante qu'il faut garder à l'esprit. S'il y a un message à retenir un petit peu de ce topo, c'est celui-ci. Plus le diamètre interne de la bioprothèse que vous allez traiter va être faible, et plus les patients vont mourir après, vont mourir à 1 an. Donc, même si techniquement, vous avez l'impression que ça se passe bien, que le gradient résiduel est bon, ou même s'il a 20-25 mm de mercure, la procédure s'est bien passée, et bien votre patient a un risque de mourir plus important à 1 an, surtout si vous avez traité une prothèse de moins de 21 mm de diamètre. Plus de 25 mm, le taux de mortalité est extrêmement favorable et peut-être même plus faible que ce qu'on observe dans la population avec une anatomie native. Il est également important de voir qu'il y a quand même des différences en termes de devenir hémodynamique en fonction du type de prothèse qu'on utilise. Lorsqu'on traite une bioprothèse avec un diamètre interne de plus de 23 mm, il n'y a aucune différence en termes de gradient produit, de gradient post-procédural entre une Core-Valve et une Sapien. Et ensuite, lorsque vous allez descendre, lorsque le diamètre interne se situe entre 20 et 23 mm de mercure, 23 mm, excusez-moi, le gradient produit va être sensiblement plus important pour la bioprothèse Sapien. Et plus vous allez descendre, là, cette fois-ci, dans cette limite de moins de 20 mm de diamètre interne. Et là, il y a quasiment 40 à 50% des patients avec une Sapien qui ont un gradient résiduel à plus de 20-25 mm de mercure. Donc ça, c'est significatif et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter et qui a un impact dans le choix de la prothèse en fonction du type de bioprothèse dégénérée qu'on va traiter. Donc, le jeu ne se situe pas simplement, le match ne se situe pas simplement entre Core-Valve et Sapien. Il y a énormément d'autres types de prothèses qui ont été utilisées pour le valve-in-valve, que ce soit la Portico, la Ienavalve ou la Direct Flow. Ça semble marcher, mais simplement, il y a peu de données cumulatives sur un nombre important de cas qui permettent de valider définitivement l'utilisation de ces prothèses.
Et lorsqu'on se concentre simplement sur le marquage CE, là le message est clair, seul l'accord valve et la Sapien XT ont le marquage CE dans l'indication du valve-in-valve. Donc la décision se fera avec ces deux types de prothèses en fonction de la bioprothèse dégénérée, en gardant en mémoire donc le diamètre interne qu'on aura à traiter. Donc ça c'est quelque chose pour lequel vous êtes de plus en plus familier. Traiter donc une bioprothèse dégénérée impose d'avoir une analyse pré-procédurale extrêmement minutieuse avec l'anticipation un petit peu de la difficulté de la procédure, le risque d'obstruction coronaire. Et peut-être le premier élément qu'il faut faire, il ne faut pas simplement se baser sur le diamètre interne fourni par donc le manufacturier de la prothèse. Il faut faire un scanner, il faut remesurer tout. Et l'application valve-in-valve qui est disponible sur iPhone est certes utile, mais elle n'est pas suffisante. Il faut refaire vos scanners, il faut tout remesurer pour savoir exactement quel est le diamètre interne réel. Est-ce qu'il n'y a pas une discordance entre le rapport chirurgical et ce que vous observez en réalité pour votre patient? Et vous pourrez essayer d'anticiper le risque d'obstruction coronaire en créant une espèce de représentation virtuelle de votre prothèse à l'intérieur de l'anatomie et de voir ce qui reste par rapport à l'ostium des coronaires. Un message important, et je pense clairement qu'il faut être honnête là-dessus, sur les diamètres internes les prothèses avec un diamètre interne de moins de 21 mm, donc sont celles qui vont produire un gradient très significatif en fin de procédure, et ce sont celles qui vont entraîner une surmortalité. Et peut-être que dans ce cas de figure particulier, la fonction supraannulaire de l'accord valve va avoir un impact important, parce qu'on voit clairement que dans ces petits diamètres, le gradient produit par une corps valve est beaucoup plus faible, et donc probablement aura un impact positif secondairement sur l'évolution des patients. Donc peut-être dans ce cas de figure précis des petits diamètres internes, une corps valve et sa fonction supraannulaire est plus adaptée. Bien évidemment, il y a certaines situations où même malgré un diamètre interne faible, on va quand même utiliser une Sapien XT. Et vous avez ce cas qui était extrêmement complexe qu'on a fait avec une aspire, une prothèse qui est complètement radio-transparente, bien qu'elle soit stentée, et un anévrisme majeur de la racine aortique. Et on a utilisé une Sapien 23 mm avec un gradient résiduel de 20 mm. Et il est vraisemblable que dans ce cas de figure, une Sapien XT de 20 mm aurait été plus adaptée. Quid de la Sapien 3? Il est probable qu'on ait des gradients résiduels un peu plus importants avec la Sapien 3. Et donc, moi, personnellement, je pense que la Sapien XT reste le device de référence pour le valve-in-valve. Et surtout lorsqu'on se situe dans des diamètres internes inférieurs à 23 mm, probablement la Sapien XT est la prothèse la plus adaptée si on veut utiliser une balloon expandable. Donc pour conclure, gardez en mémoire que la procédure valve-in-valve reste complexe, ce n'est pas quelque chose de simple, même si elle est rapide. Elle va avoir, de votre technique et de votre analyse va dépendre un gradient résiduel en fin de procédure qui va certainement avoir un impact sur l'évolution de votre patient. Donc ça reste complexe dans l'analyse préopératoire et ça reste complexe un petit peu dans le résultat qu'on veut obtenir. Les résultats sont extrêmement encourageants avec la Sapien XT et l'accord valve, ce qui a entraîné leur marquage CE. Donc ce sont les deux prothèses recommandé pour le valve-in-valve, et là le message est assez clair. Et plus on va aller dans les diamètres inférieurs, plus le gradient résiduel avec la Sapien étant important, peut-être qu'on privilégiera une corps valve. L'Evolute R et la Sapien XT 20 mm seront certainement des devices qui vont apporter un plus donc dans le futur pour ces procédures techniquement complexes de valve-in-valve, surtout dans les petites anatomies. Et donc, encore une fois, gardez en mémoire que la voie transfémorale est certainement celle à privilégier. Voilà, je vous remercie.